Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Designer en mouvement, expo couture, égérie influente, innovation tech, c'est parti pour un nouveau condensé de ce qui façonne le luxe de demain et toute l'actualité du luxe du mois de mai 2025. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a eu quelques changements. C'est sans doute l'une des nouvelles les plus marquantes du mois. Maria Grazia Chiuri a quitté son poste chez Dior. Ça faisait 9 ans qu'elle était à la tête du prêt-à-porter féminin ainsi que de la haute couture de la maison et elle avait marqué sa présence par une esthétique assez militante, engagée notamment autour des droits des femmes. Des messages féministes étaient brodés sur les t-shirts. Mais ça y est, après toutes ces années de collaboration, elle a décidé de partir pour de nouvelles aventures. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment vers où elle va s'engager, mais on sait qui la remplace. Donc on le savait déjà, LVMH avait annoncé il y a quelques semaines l'arrivée de Jonathan Anderson pour récupérer les collections Dior Homme, et ils ont aussi annoncé que l'ancien directeur artistique de l'OEV récupérer les collections prêt-à-porter féminines ainsi que la haute couture. D'ailleurs, il va présenter sa première collection Dior ce mois-ci, fin du mois de juin. Ce sera la collection masculine et ensuite on verra en septembre la première collection féminine. Il faudra attendre janvier 2026 pour voir la première collection haute couture puisque en fait Maria Grazia Chiuri lors du défilé Cruise a fait une sorte d'au revoir à la maison Dior en faisant un défilé cruise et aussi à la fois haute couture, et la maison n'est donc pas au programme du calendrier haute couture. Donc j'ai hâte de voir tout ce que nous réserve Jonathan Anderson en fait pour ce début de collaboration, et j'ai aussi hâte de voir où va aller Maria Grazia Chiuri. Voilà, donc ça c'est tout pour Dior. Ensuite, je vous l'avais dit le mois dernier, Demna a quitté ses fonctions chez Balenciaga pour aller chez Gucci. On attendait de savoir qui allait récupérer la maison de Cristobal Balenciaga, et c'est finalement sur un nom italien qu'on s'est arrêté puisque c'est Pier Paolo Piccioli qui a été nommé directeur artistique de Balenciaga. C'est un changement vraiment radical quand on connaît les deux esthétiques des deux directeurs artistiques. Donc je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que Pier Paolo va faire chez Balenciaga. Est-ce qu'on va avoir des surprises? Est-ce qu'on va changer complètement évidemment qu'on va changer complètement de direction artistique, mais dans quelle sphère ça va se faire? Comment on va voir tout ça? J'ai très très hâte de voir la première collection qui sera du coup dévoilée en septembre 2025 lors de la Paris Fashion Week. Ensuite, toujours côté mercato, on part de la maison Margiela. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, Glenn Martens reprend la maison, mais c'est pas tout, puisque ce directeur artistique a décidé, attention, de lancer la première collection haute couture de la maison Margiela. Elle sera dévoilée en juillet 2025, là dans quelques semaines, et je trépigne d'impatience pour savoir comment ça va se passer, comment va se faire cette renaissance haute couture de cette maison, comment va être étudié cet art qu'on connaît à Margiela, mais façon Glenn Martens, tout en haute couture. Je peux vous dire une chose, j'ai très 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 hâte. On va aussi parler de pop culture. Eh bien oui, puisque je vous avais déjà parlé, je vous avais fait un épisode des égéries des maisons de mode, de beauté, les égéries de maisons de luxe au global. Et il est temps de faire une petite mise à jour de tout ça, puisque Jennie, qui est membre du groupe Blackpink, est devenue la toute nouvelle égérie de Jean-Paul Gaultier. Je le rappelle, Jean-Paul Gaultier ne présentera pas de collection haute couture en juillet, puisque une collection prêt-à-porter est en cours et qu'il y a eu un changement à la direction artistique de Jean-Paul Gaultier. Comme vous le saviez,
Jean-Paul Gaultier donnait, waouh, ça fait beaucoup de Jean-Paul Gaultier dans une phrase, mais j'espère que vous me suivez. Jean-Paul Gaultier, qui est donc le créateur, le fondateur de cette maison, a donné les clés à plusieurs designers jusque-là. Donc chaque saison, il y avait un designer différent pour proposer une collection haute couture. On a eu Ludovic de Saint-Cernin, on a eu Olivier Roustin, et en fait là il a décidé de donner les clés définitives de sa maison à Durand-Antique, qui reprend du coup toute la direction artistique et pas de manière ponctuelle. Donc j'imagine qu'en coulisses tout ça se prépare, et je suis très très un peu curieuse de voir comment ça va se passer, cette collaboration. C'est la première fois que un autre directeur artistique va prendre les rênes totales de la maison, hein. Je parle pas de quelque chose d'éphémère. Donc j'ai hâte de voir ça, surtout que là, avec Jennie des Blackpink, comment va se passer la collaboration, dans quel contexte ça va se passer. On va avoir encore, je pense, quelques surprises. Et autre actu pop culture, c'est évidemment Jenna Ortega. Donc elle est connue surtout pour la série Mercredi sur Netflix, et puis elle a fait plein d'autres films, notamment dans Beetlejuice. Elle devient officiellement l'ambassadrice de la ligne de maquillage Dior Beauty. Donc on la voit déjà sur les panneaux d'affichage, sur les publicités, etc. Donc pour l'instant c'est uniquement Dior Beauty. Est-ce que ça va se dévoiler autrement? On verra ça, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon choix. Alors cette semaine, en tout cas ce mois-ci, j'avais envie de vous parler un petit peu de culture, notamment avec une exposition qui a lieu au Petit Palais à Paris. En fait, il y a l'exposition Worth, inventer la haute couture, qui est en collaboration avec le Palais Galliera et évidemment avec le soutien de Chanel. Il s'agit d'une rétrospective qui rend hommage à Charles Frederick Worth, qui est considéré comme le père de la haute couture et au successeur qu'il a eu. Je trouvais ça pas mal de vous en parler avec quelques jours de la Fashion Week haute couture, pour remettre un petit peu au goût du jour cette histoire qui a changé beaucoup de choses dans le monde de la mode. Alors, le Petit Palais explique que c'est 1100 mètres carrés d'exposition qui présentent des pièces emblématiques, des œuvres d'art et des documents multimédia, dont des vidéos signées mode par Loïc Prigent, évidemment. Ça remet évidemment en lumière toute l'influence de Worth sur la mode parisienne, et évidemment son héritage international. Je ne suis pas encore allée la voir, même si elle est ouverte au public depuis le 7 mai, mais j'ai très très hâte, et j'ai hâte de la voir. Autre exposition qui va bientôt ouvrir, fin juin d'ailleurs. Je vous en reparlerai plus en profondeur quand je l'aurai vue. Je pense que je ferai un épisode spécial sur ça. Mais c'est une exposition qui est dédiée à Rick Owens et qui aura lieu au Grand Palais, pas du tout pas au Grand Palais, au Palais Galliera, toujours avec le soutien de Chanel, donc ça risque d'être très intéressant. Alors ce mois-ci, on va un peu parler innovation et changement dans les groupes et maisons de luxe. On va commencer par Kering, et notamment la division Kering Eyewear, qui s'associe avec Google pour lancer des lunettes connectées qui sont censées intégrer l'intelligence artificielle. Ces lunettes, elles vont être dotées du système Android XR, qui va donc allier le design avant-gardiste et des fonctionnalités intelligentes en offrant une expérience immersive et en réalité étendue. En tout cas, c'est ce que dit Kering. Cette collaboration, elle marque un premier pas dans le secteur de la lunetterie de luxe, mais aussi dans l'innovation, comme je le disais au début d'année. En 2025, les maisons et les groupes ont besoin d'avancer un peu plus dans le côté technologique, et j'ai l'impression que c'est ce que veut faire Kering. Pour l'instant, on ne sait pas quels modèles vont être mis en avant et quels modèles vont être déployés sous cette forme-là. On sait juste que c'est un projet et il n'y a pas non plus de date de sortie. Donc il faudra être un petit peu patient. De son côté, Louis Vuitton lance Mon Monogramme. Donc c'est un service de personnalisation qui est en ligne cette fois-ci, et qui vont permettre aux clients de personnaliser des pièces uniques. On sait que
Louis Vuitton adore la personnalisation, c'est déjà le cas en boutique et en flagship, mais là pour le coup c'est en ligne. Et c'est possible de personnaliser des sacs complètement monogrammés et emblématiques. On parle du Speedy, de l'Alma ou du Neverfull. Donc on peut le faire avec des initiales, des rayures, et il y a une palette de couleurs aussi variée que pour les autres personnalisations. Évidemment, on revient sur ce que je disais en janvier, où la personnalisation est un besoin et qu'il faut le faire évoluer, et Louis Vuitton l'a très bien compris. Concernant le Shangri-La, le groupe hôtelier a dévoilé un nouveau label ultra luxe avec l'ouverture du Silk Lake House à Hangzhou en Chine, qui est donc situé sur les rives du lac Ouest, qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Et donc cet établissement qui vient d'ouvrir incarne la nouvelle ère de l'hospitalité asiatique et mélange culture, artisanat et nature. On revient 20 petites secondes un petit peu sur la mode, et notamment sur Fendi qui a décidé d'opter pour un défilé mixte en septembre 2025. En effet, la maison elle a annoncé là il y a quelques temps qu'il n'y aurait pas de défilé homme. D'ailleurs, ils ne sont pas non plus au calendrier haute couture en juillet. Il y aura une collection donc printemps-été 2026 qui sera prévue pour être dévoilée en septembre 2025 à Milan. Et donc, les personnes présentes sur place et sur le live pourront découvrir la collection hommes et femmes de la maison. C'est pas tellement étonnant de la part de la maison de faire ça. C'est une tendance qui s'est vue croître là ces derniers temps, et que plusieurs maisons ont tendance à adopter. C'était déjà le cas de Loewe avant le départ de Jonathan Anderson. Donc franchement, c'est une annonce, mais c'est pas non plus c'est pas révolutionnaire non plus. Du côté de Burberry, c'est pas vraiment la joie, puisque la maison a annoncé supprimer environ 1700 postes, c'est-à-dire 20% des effectifs mondiaux, et ce d'ici 2027. C'est dans le cadre d'un plan de restructuration qui vise à économiser 100 millions de livres sterling. Alors évidemment, ça s'est pas fait comme ça, ça fait suite à plusieurs négociations internes, puisque en fait l'année dernière, la maison a perdu 66 millions de livres sur la base de l'année, et qui contraste énormément avec le bénéfice de 383 millions qui a eu lieu l'année précédente. Donc le nouveau PDG Joshua Schulman a pris cette décision. Il explique qu'il perçoit cette mesure comme essentielle pour recentrer la marque sur ses produits emblématiques tels que les trench coats et les écharpes, et qu'il veut renforcer son identité britannique. Évidemment, cette annonce, on se doute que ça va un petit peu impacter l'image de la maison et surtout le moral des employés. Pour l'instant, rien n'a encore été fait. L'annonce a eu lieu en mai, et on attend de voir comment ça va se dérouler pour la suite, que ce soit en termes de communication ou pour les employés. C'est tout pour ce tour d'actualité. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelques annonces dont je n'ai pas parlé et que vous auriez aimé que je parle, ou s'il y a une annonce qui vous a plus ou moins choqué ou surpris. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Point Luxe.